Bonjour, donc je m'appelle Christine Michel, je suis maître de conférence en informatique au laboratoire l'IRIS à l'INSA de Lyon. Et donc je vais vous présenter la troisième thématique de recherche qui articule l'adaptation à la personnalisation avec l'appropriation. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'appropriation quand on parle d'adaptation ? On a vu que les objectifs d'un système adapté, adaptable ou adaptatif étaient de correspondre aux besoins de l'utilisateur, de faire en sorte que l'utilisateur peut adapter le système à ses propres besoins ou que le système s'adapte aux évolutions de l'utilisateur. Et dans les faits, quand est-ce que ces objectifs sont atteints ? Lorsque l'utilisateur s'approprie effectivement le système en contexte. Donc l'appropriation, c'est la manière dont les usagers évaluent, adoptent, adaptent, intègrent une technologie dans leur pratique quotidienne. C'est un usage persistant d'une technologie en contexte réel. Donc dans ce contexte-là, la technologie est intégrée dans les pratiques d'un utilisateur et elle est stabilisée sur le plan fonctionnel. Donc on parle de développement de schèmes d'utilisation. Donc ce terme a été proposé par Rabardel dans sa théorie de la genèse instrumentale. Pourquoi est-ce qu'on utilise le principe de l'appropriation pour mesurer l'adaptation ? En fait, l'appropriation est intéressante parce qu'elle intègre deux niveaux de complexité. L'appropriation, c'est un processus situé pour un humain dans un contexte avec une technologie, et c'est aussi un processus dynamique qui entraîne une coévolution possible de l'utilisateur et du système. Et ça, c'est exactement les principes de l'adaptation. Les questions de recherche qui articulent l'adaptation et l'appropriation concernent d'une part la mesure de l'appropriation. Comment est-ce qu'on mesure l'appropriation ? Donc on la mesure par l'observation et l'analyse des usages. Donc on observe ce que les utilisateurs font, par exemple à partir des traces d'interaction, à partir d'observations en contexte. On analyse aussi ce que les utilisateurs déclarent faire par des entretiens ou des enquêtes. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des usages ? En fait, il suffit de regarder quel est le cycle des usages d'une technologie et quels sont les trois moments clés du cycle des usages d'une technologie. Donc, dans ce cycle, Carroll identifie trois moments: l'adoption, l'utilisation et l'appropriation. L'adoption, c'est le moment où l'utilisateur choisit d'utiliser ou non un produit. L'utilisation, c'est le moment où l'utilisateur explore et adapte les fonctionnalités de l'environnement à ses propres contextes d'utilisation. Et selon son degré de satisfaction ou selon ce qu'il est capable de faire, on va observer un début d'acceptation et d'appropriation. On pourra considérer que l'acceptation et l'appropriation sont effectivement installées lorsqu'on observera ces schèmes d'utilisation, c'est-à-dire ces séquences d'utilisation régulières et stabilisées qu'on appelle des usages. La deuxième question que se posent les chercheurs, c'est comment expliquer l'appropriation. Donc on le fait par l'analyse des éléments du contexte et l'analyse des perceptions des utilisateurs lorsqu'ils sont en contexte. Et on fait ces analyses vis-à-vis de ce qu'ils font, c'est-à-dire leur utilisation ou leurs usages. Donc en termes de contexte, en fait, on va considérer le IAH, l'utilisateur, et le cadre dans lequel il va faire son activité. Donc ça veut dire, en termes de facteurs d'analyse, qu'on doit considérer des facteurs technologiques, les facteurs intrinsèques qui sont les facteurs propres à l'utilisateur et des facteurs extrinsèques qui sont les facteurs propres à l'activité. Lorsqu'on analyse l'utilisation, en fait, les deux facteurs qu'on va principalement étudier sont les facteurs technologiques et les facteurs intrinsèques, en particulier l'utilité et l'utilisabilité d'un système et son acceptabilité. Donc c'est des termes que vous connaissez déjà puisque vous avez dû en entendre parler lorsque vous avez suivi la semaine sur la conception. Et en fait, pour des systèmes contenant des processus d'adaptation, ce sont exactement les mêmes routines d'évaluation qui sont utilisées, à la seule différence que on va tester différents profils d'utilisateurs ou différents paramètres d'adaptation. Si maintenant on essaye de lister l'ensemble des facteurs qui sont nécessaires lorsqu'on cherche à expliquer l'usage, on a un modèle qui est un petit peu plus complexe. En effet, le modèle doit intégrer le caractère situé de l'appropriation, donc l'importance du contexte qui arrive dans la construction des usages. Donc dans ce contexte-là, le modèle intègre en complément les facteurs extrinsèques,
donc les pratiques professionnelles, les objectifs professionnels, les personnes de la communauté ou l'organisation du travail par exemple, et puis des caractéristiques d'acceptabilité qui sont purement sociales, donc qui sont liées aux autres personnes, donc par exemple le sentiment de confiance ou de sécurité. À ces facteurs extrinsèques s'ajoute la dynamique de coévolution. Il faut savoir que lorsque un utilisateur développe des usages, il modifie potentiellement tous les paramètres du modèle. C'est-à-dire qu'il va se modifier, il va modifier aussi possiblement l'EIH, il va aussi modifier le contexte en développant de nouvelles pratiques ou de nouveaux objectifs professionnels. Donc il est nécessaire, lorsqu'on fait l'analyse des usages, d'observer ce qui se passe selon les différents axes. Axes technologiques, les facteurs extrinsèques et les facteurs intrinsèques, de manière à comprendre comment et pourquoi se produisent les processus d'appropriation, d'acceptation et la genèse des usages. Donc je vais vous présenter deux exemples. Un premier exemple qui concerne l'analyse de l'utilisation par la mesure de la qualité de conception d'un EIH. Donc l'exemple sur lequel on se base, c'est une plateforme de formation qui va proposer des parcours personnalisés de formation sur la base de vidéos. Donc la question à laquelle on essaye de répondre, c'est est-ce que cette plateforme est bien conçue et est-ce qu'elle est adaptée aux différents profils d'apprenants. Donc la méthode d'analyse utilisée, c'est une méthode qui a consisté à faire des tâches tests à 4 grandes catégories d'apprenants et on a étudié leurs traces d'utilisation et on leur a fait passer un questionnaire pour mesurer leur expérience utilisateur. Donc la méthode utilisée pour l'analyse des traces a consisté en fait à recoder toutes les actions identifiées à partir des logs pour construire des séquences d'actions. Et on a ensuite classifié ces séquences d'actions en utilisant une méthode de dendogramme. Donc on a utilisé le logiciel Traminaire pour le faire. Donc le résultat. Donc on voit sur le dendogramme, donc c'est pas forcément très explicite à ce niveau-là, mais on voit trois classes de comportement. Donc une classe de comportement qui est la première sur le schéma, des apprenants qui sont des quizzeurs, c'est-à-dire qu'ils ne font que les quiz. Ils regardent de temps en temps une vidéo, mais dans la globalité, ils essayent de passer la séquence de formation en ne faisant que les quiz. Deuxième classe de comportement, les renonceurs, donc ceux qui n'arrivent pas à utiliser le système, ils n'utilisent que des fonctionnalités qui n'ont aucun avantage en termes d'apprentissage. Et puis la troisième catégorie, les utilisateurs standards, on les a appelés standards parce que globalement, ils vont aller regarder des vidéos, faire des quiz, pas forcément toujours de la même manière, mais ils vont à peu près explorer l'ensemble du contenu et évaluer les connaissances qu'ils ont construites. Cette analyse permet de voir en fait qu'il y a beaucoup trop d'utilisateurs en échec, les renonceurs mais aussi les quizzeurs, et ça veut dire en fait qu'il y a des défauts de conception au niveau de cette plateforme. Deuxième exemple, un exemple d'analyse d'usage, et vous allez voir que la méthode n'est pas du tout la même. Donc on se place dans le contexte d'un ENT qui a été adapté pour être utilisé dans des écoles primaires. La question est de savoir est-ce que les ENT sont effectivement adaptés, et on va répondre à cette question en faisant une observation des usages en contexte. Donc en fait, on a fait 6 études. On a fait 2 études après 4 mois d'utilisation, de manière à voir quels étaient les usages émergents des enseignants et des parents. On a fait 4 autres études après 18 mois d'utilisation. Donc 2 premières études d'observation des usages effectifs par une analyse ethnographique et les 2 dernières études étaient des études sous la forme d'entretien et d'analyse de discours sur les évolutions générales induites par l'utilisation de l'ENT sur leur activité professionnelle. Donc là, il s'agissait d'observer des évolutions de pratique chez les enseignants. Donc la première étude que je vais vous présenter est celle qui s'est déroulée chez les enseignants après 4 mois d'utilisation. Donc on a fait des entretiens et on a analysé les discours des enseignants liés à leur pratique, à leur métier en termes d'enseignement. On a identifié toutes les valences positives ou négatives, c'est-à-dire toutes les phrases qui désignaient des éléments positifs sur leurs usages ou au contraire des freins. Et on a dénombré chacune de ces parties de phrases. Et en fait, les résultats montrent que
En termes d'acceptation, globalement, l'acceptation est plutôt favorable, l'outil est plutôt bien adapté aux pratiques des enseignants, en particulier concernant tout ce qui est communication, pédagogie ou l'attractivité vis-à-vis des élèves. En revanche, il y a énormément de tensions qui sont liées à la pratique du métier en termes de charge de travail, des tensions en termes de sécurité vis-à-vis des enfants, et puis des tensions qui sont liées à la mise en œuvre effective et le déploiement de l'outil, donc manque de formation et d'accompagnement. La deuxième étude, l'étude de l'appropriation en classe, on a observé, après 18 mois, quels étaient les usages effectifs de l'ENT en classe. Donc on a fait une analyse ethnographique. Donc qu'est-ce que c'est qu'une analyse ethnographique? On a en fait observé ce que les utilisateurs faisaient avec l'ENT et on a interprété les usages possibles de toutes les publications qui étaient faites avec l'ENT. Et donc cette analyse a permis d'identifier 5 grandes catégories d'usages. 2 catégories d'usage de type communication externe et interne, 2 catégories d'usage de type pédagogie individuelle et collective, et un usage de type loisir. On a ensuite analysé la distribution de chacun de ces usages par type de service, donc est-ce qu'ils ont utilisé plutôt le blog ou le cahier multimédia, par type d'utilisateur, enseignant, élève ou parent, et par cycle d'apprentissage, cycle 1, cycle 2 ou cycle 3, donc je vous rappelle qu'on est à l'école primaire. Donc, les résultats montrent que sur les petites classes, c'est principalement le blog qui est utilisé pour des objectifs de communication et il n'est quasi exclusivement utilisé que par les enseignants. En revanche, pour les plus grandes classes, donc à partir du cycle 3, donc le CM2, les 2 types d'outils sont utilisés, donc le blog et le cahier multimédia. Les usages sont beaucoup plus variés, et en particulier des usages pédagogiques, et ils sont utilisés par les enseignants, mais aussi par les enfants. Donc, en synthèse, vous avez pu voir que lorsqu'on fait l'analyse de l'acceptation d'un système et qu'on cherche à mesurer la qualité d'un système adapté, adaptable ou adaptatif, on peut le faire de 2 manières. Soit on analyse l'utilisation, dans ce cas-là, on se contente de mesurer l'acceptabilité a priori du système. Il faut faire attention dans ce contexte-là à le faire sur différents profils d'utilisateurs ou paramètres d'adaptation. On peut le faire en laboratoire, sur des tâches tests ou en contexte sur des périodes courtes. Mais lorsqu'on cherche effectivement à mesurer les capacités d'adaptation d'un système, on doit passer à des études qui sont un peu plus longues, en particulier des études d'usage, pour mesurer l'acceptation et l'appropriation réelle. Ça veut dire faire des études en contexte écologique, sur des temps beaucoup plus longs et sans tâches prescrites. Merci beaucoup.